Bonjour, bonjour et bienvenue à cette session sur AI Act, sur le sujet de la régulation et l'IA. Je représente Impact AI, je m'appelle Roxana Regina et je suis ravie d'avoir aujourd'hui avec moi Nathalie. Nathalie, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour Roxana, bonjour tout le monde. Donc, je suis Nathalie Bellé, je suis CEO de la société Naya, qui édite une solution dont on parlera plus tard. Et je suis moi aussi très heureuse d'être là pour vous parler de l'AI Act. Naya est membre de notre collectif Impact AI, qui est un collectif de réflexion et d'action constitué des acteurs très divers. On a 75 entreprises, des grandes entreprises, des startups, mais aussi des associations, des cabinets d'avocats et des écoles. Notre mission, c'est de promouvoir l'IA responsable. Donc, l'approche d'Impact AI met l'accent sur l'utilisation d'IA pour avoir des impacts positifs en minimisant les risques. Et cette perspective encourage une utilisation pour résoudre aussi des problèmes majeurs comme le changement climatique, mais aussi pour avoir un impact positif dans des secteurs clés comme la santé ou l'éducation. La régulation de l'IA est cruciale pour nous pour plusieurs raisons. Euh, pour le plan juridique, je vais laisser Nathalie détailler tout à l'heure, mais aussi sur le plan sociétal, cela encourage l'utilisation de l'IA de manière responsable. Et nous pensons chez Impact AI que la régulation de l'IA n'est pas simplement une contrainte légale, elle est un levier essentiel pour les entreprises pour orienter le développement de ces technologies de manière responsable et pour aller vers un avenir où l'IA est mise au service de biens communs et qui respecte aussi les droits fondamentaux, les principes éthiques et durables. Sans prendre plus de temps, je souhaitais aussi poser la question à Nathalie, en tant qu'experte, pourquoi c'est important de parler de la régulation? Merci Roxana. Alors, il est vrai que jamais une technologie n'a été aussi virale, désirable, impactante au plan économique, création d'emplois, destruction d'emplois, création de valeur, productivité, transformation des produits et des services. Et au fond, jamais dans le même temps, une telle technologie n'a été autant vectorisée de risques réels et quelquefois fantasmés. Donc, dans ce contexte, on est en train de vivre au plan mondial un choc réglementaire avec un mode quasi day one, puisqu'il s'agit de technologies qui n'étaient pas ou peu réglementées à travers des règles de privacy et droits d'auteur, mais en tant que telles, non. Alors que là, on va être confronté à une réglementation produit qui va considérer l'intelligence artificielle comme un produit, avec des exigences qui vont se baliser tout au long du cycle de vie du produit. Donc, c'est vrai que c'est important de se poser, poser sa conscience sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, tant parce qu'il va y avoir des exigences de conformité, mais aussi parce qu'il y a des enjeux sociétaux, éthiques et des enjeux de responsabilité au sens à quoi ça sert, quel impact, justement, quelle portée et quelle responsabilité j'engage au-delà des seules balises d'obligation dans lesquelles vous devez rentrer. Donc, c'est important de se poser la question de comment on fait au plan opérationnel et de fixer des objectifs que nous appelons la conformité par la valeur, c'est-à-dire vraiment intégrer by design toutes ces règles dans vos projets pour atteindre des cibles de qualité, de sécurité, d'acceptabilité et d'usage au fond, et d'usage justement pour le plus grand nombre et avec le meilleur niveau de protection possible. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur qu'est-ce que cela veut dire pour les entreprises, quelles sont les implications, nous donner une vue d'ensemble sur la réglementation actuelle en Europe?
Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dérouler une présentation qui va vous présenter tous les sujets et tous les sujets saillants, en fait, pour vous permettre d'avoir cette vue d'ensemble. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le temps du débat sur faut-il une réglementation ou pas, confronté aux exigences d'innovation est terminé. Et ce que ça veut dire, c'est que des obligations sont là à votre porte et il va falloir s'y mettre très concrètement. On t'entend plus? Toujours pas. C'est pas là, c'est mieux? Voilà. Oui. Voilà, il y a une petite désactivation du micro, pardon, de quelques secondes. Donc je recommence. Donc je vais commencer par un propos introductif qui va situer, très rapidement le contexte réglementaire européen dans un contexte mondial. Évidemment, on n'est pas les seuls en Europe à réglementer, mais c'est vrai qu'on a inspiré le reste du monde, même si depuis on s'est fait doubler, puisque notre processus législatif a été un peu long, par la Chine, les États-Unis, Israël. Et ça y est, l'IA Act, va être, publié je dirais voté solennellement sans discussion le 22 mars et puis ensuite publié. Et puis d'autres réglementations dans le monde entier vont suivre. Ce qu'on peut retrouver dans toutes ces réglementations, c'est qu'au fond, il y a deux grandes questions. Bah, qui vous êtes par rapport à l'IA? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui concevez, développez, mettez sur le marché et, ou simplement utilisez? Et quelle catégorie de produits d'IA vous utilisez? Donc ces deux grandes questions réglementaires, elles vont vous permettre d'identifier votre niveau d'obligation et je dirais votre chemin pour arriver à la cible de conformité. Je ne peux pas ne pas mentionner les risques de sanctions, puisque c'est des réglementations et l'IA Act en particulier, mais d'autres par devers le monde qui contiennent des risques de sanctions, en particulier des amendes qui peuvent être très élevées. On y reviendra plus en détail. Le micro nous a encore coupé. Voilà, hop, là. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Donc voilà le calendrier de l'AI Act. Donc le calendrier de l'AI Act, vous l'avez sur ce slide. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 3 timelines importantes. À partir du moment où le texte va être publié au journal officiel de l'Union européenne autour de mi-mai, vous aurez 6 mois pour sortir des plateformes les IA interdites et ou les rendre conformes. Il y aura ensuite une année pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, les fameux GPAI du type ChatGPT, Gemini ou autres, pour se conformer aux obligations de l'IA Act. Et ensuite, on aura la timeline des 2 ans pour le reste des systèmes d'intelligence artificielle, sous réserve de certains d'entre eux qui ont une dernière ligne à 36 mois parce qu'ils cumulent leur qualification d'IA avec d'autres réglementations qui organisent une certification, par exemple des jouets, des dispositifs médicaux. Donc vous voyez qu'il y a une timeline très courte à 6 mois et ensuite une trajectoire la plus commune à 2 ans. Donc, de quoi se parle-t-on? En fait, vous devez avoir à l'esprit le périmètre de cette réglementation. Donc, quand on parle d'IA, il y a eu tout un travail autour de la définition réglementaire et puis finalement, c'est la définition de l'OCDE qui a été retenue. Vous avez devant vous les différents critères qui vous permettent de vous convaincre que vous êtes face à un système d'intelligence artificielle. Ce que vous devez retenir et ce qui est très spécifique, c'est les critères que vous voyez en rouge, c'est-à-dire le niveau d'autonomie d'un logiciel, d'un système, c'est-à-dire qu'il va être indépendant d'un humain dans sa capacité à s'adapter à une question qu'on lui pose, et c'est le deuxième critère, à s'adapter, à évoluer, puisqu'il va avoir une capacité d'entraînement avec des données d'entrée qu'il va recevoir, et tout cela pour un usage qu'on appelle objectif, explicite ou implicite, c'est le fameux à quoi ça sert, et qui va être défini par l'homme. Et le système sera ensuite en capacité de produire des résultats qui vont être, selon le cas, des prédictions, du contenu, des recommandations, de la décision ou de l'aide à la décision, et ces résultats vont ensuite être capables d'influencer un environnement physique ou virtuel. C'est ça ce que ça veut dire, c'est que l'humain est totalement face au système d'intelligence artificielle et peut à son tour prendre une décision par rapport à un résultat qui lui est proposé, ou alors c'est une machine qui va recevoir ce résultat et qui va ensuite continuer son fonctionnement. Donc voilà pour la définition. Ensuite, l'IA porte
un certain nombre de grands principes fondamentaux qu'on va retrouver à travers les obligations plus techniques et opérationnelles. Donc bien sûr la confiance qui est le principe ombrelle, c'est-à-dire et en même temps le principe et la cible. La notion de contrôle humain, dont vous allez entendre beaucoup parler dans les mois et les années qui arrivent, c'est le fait que les systèmes soient conçus pour que, à tout moment, on puisse, entre les mains de l'homme, arrêter le système. Et donc, c'est dès le stade de la conception qu'il faut embarquer la capacité de contrôle humain. Et au stade de la mise en œuvre, toujours qu'il y ait un humain qui soit en capacité d'arrêter. On parle souvent du bouton d'arrêt, dont vous allez également entendre parler. Ensuite, vous avez un certain nombre de principes qu'on retrouve dans des réglementations privacy ou de sécurité informatique. Donc, c'est toutes les exigences liées à la robustesse technique, au respect de la vie privée. Et donc là, ce sont généralement des niveaux d'engagement plus techniques que les DSI vont pouvoir déployer. Vous avez aussi un autre principe qui est très spécifique à l'IA, c'est le principe de transparence et d'explicabilité. Et là, puisque le système est autonome et puisqu'il est capable de produire du résultat, la législation attend que les concepteurs, les fournisseurs puissent expliquer aux utilisateurs ou aux distributeurs comment le système a été développé pour qu'ils puissent comprendre la qualité, la sécurité du résultat produit. Et puis, bien sûr, vous avez des critères qui sont là plutôt autour de l'humain et pour préserver les droits humains. Donc, c'est tous les grands principes de diversité, de non-discrimination, d'équité, mais aussi de bien-être social et environnemental, puisque les systèmes devront être développés et mis en œuvre dans le respect de ces principes. Et ça se portera plus spécialement sur la qualité des algorithmes et je dirais, des moteurs, et puis aussi dans les conditions d'utilisation, notamment en termes de consommation d'énergie. Donc, vous avez ici, je dirais, la grosse technique législative qui a été retenue dans le cadre de l'IA Act. On parle d'une approche fondée sur les risques. Ce que le législateur s'est dit, c'est qu'il fallait mettre un niveau d'obligation élevé lorsque le risque était élevé et ainsi dégrader, descendre le niveau de contrainte si les risques étaient plus faibles. Donc il y a 4 niveaux de risque qui ont été posés dans la réglementation. Un premier risque dit inacceptable qui a conduit le législateur à lister des systèmes d'IA interdits. Donc vous les voyez sur cette présentation. Ce qu'on peut tout de suite noter, c'est qu'il s'agit de systèmes qui portent des risques francs et graves d'atteinte aux droits fondamentaux, puisqu'il s'agit de systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale sur un grand volume d'images qui auraient été moissonnées sur Internet. C'est des systèmes, par exemple, qui opèrent de la reconnaissance des émotions sur les lieux de travail et d'éducation, sauf s'ils étaient mis en œuvre à des fins de santé ou de sécurité. Donc, c'est aussi des systèmes de catégorisation biométrique qui pourraient être utilisés pour inférer des appartenances politiques, religieuses, ethniques, et là qui portent un franc risque d'atteinte aux droits fondamentaux. Donc le législateur ici est venu dire ces types de systèmes d'IA ne sont pas autorisés sur les territoires de l'Union européenne. Ensuite, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été catégorisés à haut risque ou risque élevé. Et ceux-là, c'est ceux qui concentrent le plus grand nombre d'obligations. Ce sont des systèmes qui sont ainsi qualifiés pour 2 raisons possibles. Soit parce qu'ils sont déployés avec, je dirais, du matériel ou un autre logiciel qui lui-même porte des exigences liées à une autre réglementation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je vous reprends des exemples, des ascenseurs, des jouets, des dispositifs médicaux, des équipements de protection. Il s'agit ici de produits qui relèvent d'une autre réglementation et parce qu'on va y intégrer de l'IA, alors l'IA Act considère qu'on est sur des produits à haut risque, qui étaient d'ailleurs considérés déjà comme des produits devant être réglementés et ce faisant qui reçoivent cette qualification. Et la deuxième, je dirais, voie de qualification de SIA à haut risque, c'est une annexe qui va lister des domaines et des risques d'atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité. Donc, je vous ai cité certains domaines ici, tout ce qui est infrastructure critique, éducation, travail, emploi, prestations sociales et essentielles. Donc, lorsque ces domaines seront concernés et que des droits fondamentaux pourraient être atteints par le système d'intelligence artificielle, alors on va les considérer comme des systèmes à haut risque. Et ensuite, vous avez 2 autres catégories beaucoup plus légères, des SIA dits à risque spécifique ou limité. Vous pouvez entendre aussi cette expression. Et donc là, il y a 4 catégories. Ce sont des systèmes qui
du fait de leurs caractéristiques particulières, par exemple une interaction avec les personnes humaines, par exemple le fait que des contenus soient générés par l'IA, le fait que, étant autorisés, puisqu'ils ne sont pas sur la liste des IA interdites, des systèmes de reconnaissance des émotions avec catégorisation biométrique, on a estimé qu'il fallait renforcer les obligations de transparence, ou encore des systèmes d'IA qui vont générer du contenu avec hypertrucage, ou qui vont toucher de l'information relevant de l'intérêt public. Donc ici, ce qu'on est venu dire simplement, c'est lorsque ces systèmes portent ce type de caractéristiques, alors il y a une obligation d'information renforcée vers les utilisateurs. J'ai un petit point d'attention pour vous, ce sont des qualifications qui sont cumulables. On pourrait être, par exemple, un système d'IA à risque élevé, un dispositif médical, par exemple, et comporter une interaction avec des personnes physiques. Et dans ce cas, il y a un cumul de toutes les obligations. Ce ne sont pas des qualifications exclusives. Et puis enfin, vous avez les SIA à risque minime, et là, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont avoir très très peu d'obligations portées par l'IA Act. Et puis, à côté de ces catégories, de ces 4 catégories de systèmes d'intelligence artificielle, vous avez je dirais, une classification tout à fait particulière pour les modèles d'intelligence artificielle à usage général. Très concrètement, ça correspond à ChatGPT, Gemini, pour exemple, et qui, eux, vont recevoir un traitement réglementaire particulier dans l'IA Act, avec une distinction de leur niveau de risque par la notion de risque systémique, et qui est une notion un peu technique et qui correspond à une capacité d'impact élevée et qui sera définie par des guidances qui doivent être bientôt publiées. Donc pour les SIA au risque, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est 2 catégories possibles. Vous avez ici le détail auquel vous pourrez vous référer en consultant ce podcast. Et donc, un point d'attention, si vous êtes l'un ou l'autre de ces SIA, vous pourrez, par dérogation, aller vous présenter à l'autorité en démontrant que, bien que remplissant ces critères, vous avez pris des mesures qui permettent de descendre le niveau de risque à un risque qui n'est plus élevé, et il y aura une instruction de l'autorité à cet égard. On attend bien sûr des lignes directrices de la Commission qui donneront des exemples pratiques et qui seront très aidants, puisque c'est une réglementation nouvelle. Et donc là, ici, il va y avoir un rôle vraiment très particulier des autorités pour aider les entreprises à comprendre la portée de ces règles. Donc ici, vous avez la définition du modèle d'IA à usage général. Ce que vous devez retenir, c'est que ces 3 critères principaux, et tout de suite, vous allez comprendre, puisque tout le monde a entendu parler de ChatGPT, qui est l'exemple emblématique de cette qualification. C'est des modèles qui reposent sur un très grand nombre de données en termes d'entraînement, avec une autosupervision à grande échelle. Ce sont des modèles qui sont caractérisés par une généralité significative, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de traiter un très large éventail de tâches distinctes, sans qu'il y ait un sujet en particulier. Et enfin, c'est un modèle qui peut être intégré à un SIA et qui est le plus souvent intégré à un SIA. Bien sûr, on peut tous interroger ChatGPT, mais le vrai développement de l'IA générative, c'est au fond la customisation et l'intégration dans des systèmes plus spécifiques, avec des prompts, avec des couches logicielles supplémentaires, pour aboutir à des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, comme je vous l'indiquais, le premier pilier, c'est de savoir quel type de SIA, c'est ce qu'on vient de regarder. Et puis, il y a aussi la question de qui vous êtes par rapport à ces systèmes. Et là, vous avez un certain nombre de catégories, et en fonction de votre rôle technologique et ou commercial sur le système d'IA, vous allez avoir cette qualité. Donc, le fournisseur, c'est celui qui développe, qui conçoit et qui met sur le marché. La mise sur le marché, c'est le fait d'obtenir les autorisations de mise sur le marché lorsqu'elles sont obligatoires, et c'est le fait de garantir la conformité à toutes les règles que je vous expose. Il y a celui qui distribue, le distributeur. Alors lui, il ne conçoit rien, il ne va pas chercher les autorisations de mise sur le marché, il ne fait que commercialiser. Il l'achète pour revendre. Vous avez aussi le fournisseur en aval qui va concevoir, mais qui va se baser sur des systèmes déjà conçus par un fournisseur. C'est souvent le cas des fournisseurs qui vont s'appuyer sur un modèle d'IA à usage général que je viens de vous décrire. Et vous avez aussi le déployeur, c'est celui qui ne va pas acheter pour revendre, il va lui acheter pour déployer sous son autorité. Typiquement, c'est un employeur qui va déployer à ses salariés un système d'IA, ou ça peut être une holding d'un groupe qui va déployer à l'échelle de toutes ses filiales un système ou vers ses prestataires, en son nom et pour son compte.
Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est qu'on peut être plusieurs qualités en même temps pour un SIA. Vous pourriez être fournisseur parce que vous avez conçu et développé, et distributeur parce que vous décidez de commercialiser vous-même. Vous pourriez être fournisseur parce que vous avez conçu et développé, distributeur parce que vous vendez à des tiers, mais aussi déployeur parce que vous allez déployer sur vos propres équipes. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la question de qui vous êtes, vous devez vous la poser pour chaque type de SIA et que vous pouvez avoir un cumul de ces qualifications. Évidemment, c'est le fournisseur qui concentre le plus grand nombre et les catégories d'obligations les plus profondes, puisque c'est celui qui va développer et concevoir. Donc, au fond, une fois qu'on s'est posé la question de quel type de SIA et qui vous êtes, on arrive quasiment à un algorithme qu'on appelle, nous, chez Naya, la formule de calcul des obligations, et qui va vous permettre, par un système de qualification, de pouvoir identifier votre niveau d'obligation et au fond la liste concrète des obligations auxquelles vous devez répondre. Vous vous posez d'abord la question de qui vous êtes. Ensuite, vous regardez si vous êtes un modèle, si vous êtes un SIA au risque ou un autre SIA. Et ensuite, peut-être, vous allez cumuler les autres qualifications qui sont présentées ici. Vous allez peut-être, votre système va peut-être interagir avec des personnes physiques et il va peut-être générer du contenu, peut-être reconnaître des émotions ou peut-être comporter une fonction d'hypertrucage. Et en fonction de cela, vous allez avoir un paquet d'obligations qui va se répartir entre le SIA et la qualité d'opérateur. Donc, je présente ici assez rapidement les obligations applicables au SIA à haut risque. Comme je vous l'indiquais, ce sont ceux qui présentent le plus haut niveau d'obligation. Très concrètement, vous allez devoir déployer un système de gestion des risques, une politique de gouvernance des données, une documentation technique complète et robuste, assurer des obligations d'information et de transparence vis-à-vis des distributeurs, des déployeurs et des utilisateurs. Évidemment, déployer cette fameuse méthode de contrôle humain dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la capacité à démontrer que le système a été développé sous la supervision d'humains et qu'ensuite il est déployé sous le contrôle humain avec une capacité d'arrêt. Et vous allez avoir aussi, bien sûr, des obligations d'assurer l'exactitude des résultats produits, la robustesse du système et évidemment sa cybersécurité. On entend beaucoup parler de la cybersécurité et de l'IA, aussi bien en bien qu'en mal, à savoir l'IA va aider à la lutte contre les atteintes en matière de cybersécurité, mais l'IA pourrait aussi être un vecteur de risque avec des risques très spécifiques qui sont documentés aujourd'hui par les agences spécialisées. Et enfin, autre obligation très spécifique des SIA au risque, les SIA doivent embarquer une capacité dite registre et journaux, c'est-à-dire de montrer qui a utilisé, qui a interrogé, à quel moment et pourquoi. Alors, les exigences applicables aux SIA à risque spécifique, je ne vais pas vous les détailler ici, vous les avez en visualisation sur cette slide. Elles vont globalement s'attacher à informer de manière particulière les utilisateurs ou les distributeurs ou les déployeurs de ces systèmes pour leur dire, par exemple, vous êtes en interaction avec un système d'intelligence artificielle ou cette image a été réalisée grâce à de l'hypertrucage ou ce système permet la reconnaissance de vos émotions. Il s'agit ici vraiment d'assurer une transparence particulière et au moment de la mise en œuvre du système, que les personnes qui l'utilisent ou le déploient ou qui en sont les sujets soient informées qu'il se passe quelque chose avec un système d'intelligence artificielle. Alors, les obligations principales des opérateurs pour les SIA au risque, cette fois-ci, tout à l'heure, je vous ai décrit celles qui étaient autour des systèmes. Là, c'est les obligations à la charge des opérateurs eux-mêmes. Donc là, il y a tout un ensemble d'obligations qui vont, je dirais, être de plusieurs natures possibles et en synthèse, des obligations de nature technique, des obligations de nature organisationnelle. Vous allez avoir des obligations juridiques et des obligations d'information. Le tout étant et de manière transverse avec la capacité, c'est ce qu'on appelle la comptabilité, la capacité à démontrer que ces obligations sont effectivement mises en œuvre en cas de contrôle. Et dans certains cas seulement, il y aura des obligations à les porter devant des autorités pour des démonstrations devant un guichet réglementaire. Ça va être le cas, par exemple, des modèles dits à usage général présentant un certain niveau de risque, dits systémiques, qui devront le démontrer auprès de l'autorité.
Donc là, ici, je vous décrivais sur cette slide qu'est-ce qu'un risque systémique. Et donc, il y a un ensemble de critères qui figurent dans l'AI Act. Je vous invite à vous y référer parce que c'est très technique. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que selon si vous présentez un risque systémique ou pas, vous aurez des obligations plus ou moins variées et qui vont être suspendues si, par exemple, le modèle est en open source et qui vont être renforcées si, en revanche, le risque systémique est qualifié. En tout état de cause, dans phase de R&D, et ce que je vous dis est valable pour les modèles comme pour les systèmes, il y a un répit, c'est-à-dire que l'AI Act n'est pas applicable, les contrôles ne peuvent pas s'opérer sur ces étapes-là, lors de ces phases-là, mais pourront s'opérer de manière rétro-ingénérée une fois que les systèmes seront mis sur le marché. Autrement dit, tant que vous développez, vous êtes en phase de R&D, vous n'avez pas à vous soucier d'un contrôle éventuel, mais lorsque vous l'aurez mis sur le marché, il n'est pas exclu qu'une autorité ait besoin d'aller regarder ce qui s'est passé en phase de R&D. D'où cette obligation de documenter cette phase préalable à la mise sur le marché. Enfin, et c'est ce qu'on vous disait en introduction, évidemment, nous avons une législation dite à l'européenne qui ne pouvait pas se passer de sanctions. Ces sanctions, elles sont très élevées. Elles peuvent aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel mondial au cours de l'exercice précédent. Donc, vous voyez que ça peut être très élevé. Et elles vont être, et elles peuvent descendre jusqu'à 1% selon la nature de la violation. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que ça peut être assez anxiogène. Et évidemment, les autorités prendront des sanctions, ne serait-ce que pour faire des exemples. Mais par ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, vous avez une période de mise en conformité qui est devant vous de 2 ans et qui va vous permettre de mettre en place ces exigences, de mettre en place une gouvernance et d'être en capacité de démontrer votre conformité. Mais aussi, lorsqu'éventuellement il y aura une violation, on va se retrouver en situation comme devant un tribunal où l'autorité sera tenue d'apprécier la gravité des faits, le fait qu'ils soient réitérés ou pas, évidemment la taille de l'entreprise, évidemment l'impact réel de l'atteinte sur les individus, pour pouvoir prendre une décision proportionnée et équilibrée. Ce n'est pas des décisions automatiques et pour le coup, ce n'est pas des décisions qui seront prises par l'intelligence artificielle. Alors, face à tout ça, il y a des choses qu'on imagine, qu'on sait, qu'on comprend et il y a à se poser la question du comment faire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, cette réglementation, elle pose des défis majeurs et ces défis sont à croiser avec des enjeux de compétitivité et les risques qu'on imagine et qu'on pose et qui sont évalués par différentes études qui sortent presque tous les jours sur le sujet. On peut les catégoriser en 3 grands types de risques. Il y a des risques en termes d'opération. C'est l'IA qui ne fonctionne pas, qui fait prendre de mauvaises décisions et avec des portées, je dirais, fonctionnelles, technologiques ou opérationnelles. Il y a des risques financiers. C'est l'IA qui coûte cher ou qui va, comme elle n'est non conforme et qui coûte trop cher par rapport à ce qu'elle présente comme intérêt, par exemple en termes de productivité, de qualité ou de service, sur les services ou de sécurité sur les services, pardonnez-moi. Et des risques financiers associés, éventuellement par des sanctions ou des préjudices qu'il faudra indemniser. Puis il y a bien sûr des risques réputationnels. Donc il faut traiter ce sujet de manière très sérieuse et ordonnée. Et au fond, il faut s'organiser. Et cette organisation, elle va être un point d'équilibre entre, bien sûr, identifier les obligations, les intégrer tout au long du processus de développement des systèmes et des modèles, et trouver des solutions pour que les équipes opérationnelles ne soient pas bridées et freinées dans leurs objectifs d'innovation. Et c'est ce qu'on appelle chez Naya, et c'est très partagé dans tous les travaux qu'on conduit en collaborant à notre mesure à Impact AI, la compliance par la valeur. C'est-à-dire vraiment la compliance qui a du sens. Et qui a du sens parce qu'on ne va pas faire de la documentation pour de la documentation, mais on va chercher l'impact. Qu'est-ce que ça améliore? Comment on protège? À quoi ça sert? Et ça, aussi bien pour, évidemment, les résultats de l'entreprise, mais aussi les clients, les salariés, les équipes, l'environnement et tous ces sujets importants. Roxana, je vous laisse si vous avez quelques questions avant de peut-être… J'étais curieuse justement s'il y a des solutions, des outils qui existent aujourd'hui pour se préparer et pour
se préparer aussi à mettre en conformité les systèmes qu'on a aujourd'hui ou les futurs projets pour ceux qui commencent aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, il y a des outils dans les entreprises commencent à s'organiser sérieusement avec des équipes généralement pluridisciplinaires, hein. C'est déjà je dirais la première chose à faire, c'est de mobiliser les équipes pluridisciplinaires. Et ensuite de réfléchir à quelle stratégie d'IA et en face de quelle stratégie d'IA, quels produits existent dans l'entreprise ou seront déployés dans l'entreprise. Mais surtout ensuite, il va falloir s'outiller en effet pour pouvoir ordonner la bonne information au bon moment et pour pouvoir piloter la conformité et les risques et les piloter de manière centralisée. Puisque ce que l'on sait aussi, c'est que les systèmes vont être déployés dans toutes les branches de l'entreprise, au RH, pour la finance, pour la relation client, pour la formation, pour la production. Et donc, on va avoir des honor products répartis dans l'entreprise et avec pourtant toujours la compliance centralisée et pourtant toujours sans doute la stratégie centralisée. Donc, chez Naya, on est expert du sujet. On a ainsi développé et on édite une solution qui est une solution qui va justement piloter la conformité et la gestion des risques par un certain nombre de fonctionnalités et les quatre principales étant un repository qui va inventorier les systèmes, un Naya Assess qui va les qualifier en fonction de tous les critères que je viens de vous présenter. Et c'est toute réglementation confondue. Donc, on va intégrer les critères des autres législations du monde dès lors qu'elles sont opposables. Un NIACOR qui va générer un plan d'action pour chaque SIA et qui va vous permettre de conduire vos actions de mise en conformité et votre programme en mode trajectoire. Et puis, une dernière fonctionnalité qui va vous permettre de faire de la surveillance post-commercialisation, qui est l'une des obligations. Et donc, de surveiller si le système se comporte bien et de réingénérer des modifications ou des dysfonctionnements. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on fait chez Naya. Mais évidemment, au-delà de cet outil, c'est vraiment les entreprises en interne qui doivent se poser la question justement de leur stratégie, de leur gouvernance et de leur outillage. C'est ça, s'il faut retenir une action à faire tout de suite, une fois qu'on a vu peut-être ce podcast, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un acteur qui utilise l'IA ou qui développe des systèmes d'IA? Quelle est la première chose à faire? Le premier chantier, c'est de repérer, de dépister les systèmes d'intelligence artificielle interdits, puisque la première deadline arrive à 6 mois. Donc, nous, notre préconisation, c'est campagne de dépistage des systèmes d'intelligence artificielle interdits. Et soit vous les mettez en conformité, soit vous les sortez des plateformes. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, il y a à regarder, à cartographier en fait les systèmes pour identifier si vous en avez à haut risque, si vous avez recours à des modèles, si vous avez des systèmes qui font de l'interaction humaine, puisque cette cartographie va vous permettre d'appréhender à l'avance et dans un bon délai qui est à votre disposition, la mise en conformité. Donc à 1 an, vous irez voir les fournisseurs de modèles d'IA à usage général pour leur demander leur documentation technique, puisque ça sera leur obligation de vous la fournir. Et puis à 2 ans, il faudra avoir atteint la cible. Donc dans ces 2 ans, vous allez pouvoir identifier vos actions, les organiser, les mutualiser, et puis je dirais les répartir selon qu'elles sont de nature juridique, opérationnelle, technologique, informationnelle. Donc c'est à ça que sert une période de mise en conformité. Donc premier chantier, IA interdit. Deuxième chantier, cartographie. Et puis ensuite, programme de mise en conformité avec une rationalisation des actions. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir recours sans doute à des experts pour vous aider pour la mise en place du plan ou avant pour cartographier et qualifier. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très clair et aussi très vaste à la fois. J'espère qu'on a réussi à vous donner une image d'ensemble et assez précise aussi de ce texte qui est l'IA Act aujourd'hui. Sinon, on vous invite aussi à le consulter. Je pense qu'il a plus de 200 pages à parcourir. Oui. C'est un challenge. N'hésitez pas, et si vous voulez vous former, vous sensibiliser les équipes sur ces enjeux et ces sujets, n'hésitez pas à rejoindre des communautés. Impact AI est un des collectifs et des communautés qui traitent de ces sujets.
Donc, rendez-vous à la semaine IA pour parler plus de la formation, des enjeux autour de la formation, autour de ces sujets. Et merci encore Naya et Nathalie pour cette présentation d'aujourd'hui. À bientôt. À bientôt, c'était un plaisir d'être là.